BFM Business présente la grande interview. Guillaume Paul. Il est 18h32 sur BFM Business. Notre premier invité ce soir dans la grande interview, c'est donc le directeur général et président du directoire d'Euronext, Stéphane Boujnah. Bonsoir Monsieur Boujnah. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Euronext a fait beaucoup d'annonces aujourd'hui. Elles étaient prévues. Vous en aviez parlé en mars lors de la conférence annuelle du groupe. Des mesures, je le dis rapidement, pour aider la France, l'Europe à répondre aux défis de son époque. Vous parlez d'un set de mesures qui va permettre aux entreprises de contribuer à l'autonomie stratégique du continent. Ça concerne la défense, ça concerne la sécurité, ça concerne l'énergie. On va détailler tout ça. Je vais remarquer qu'en mars dernier, vous avez illustré votre propos en citant l'historien grec Thucydide, qui avait dit en son temps, donc c'était quelques siècles avant notre ère, « Il est dans la nature de l'homme d'opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent ». Dit autrement, c'est se battre ou mourir, il faut choisir. Est-ce que vous diriez que l'heure du réveil est venue en Europe finalement? Oui, enfin c'est un constat que tout le monde fait, que Ursula von der Leyen a structuré, que le président de la République rappelle régulièrement, et chacun d'entre nous observe que nous avons d'un côté une menace russe plus forte que jamais depuis 2022, et Vladimir Poutine qui souhaite que nous soyons faibles et divisés, et de l'autre côté quelque chose de nouveau, d'indéfini, de méconnaissable, qui est une attitude des États-Unis qui souhaitent aussi que nous soyons plus faibles et plus divisés que nous avons été dans le passé. Donc il n'y a pas d'autre solution, et c'est une banalité de le dire aujourd'hui, que de structurer, de se mobiliser collectivement pour organiser l'autonomie stratégique de l'Europe, pour se réarmer, et parce que si nous voulons maintenir notre mode de vie, si nous voulons rester libres, il faut être craint. Si nous voulons être craint, il faut être puissant. Si nous voulons être puissant, il faut s'équiper. Si nous voulons nous équiper, il faut payer. Et donc, il faut trouver de l'argent pour tout ça. Il faut trouver des fonds propres, il faut trouver de la dette. Et c'est le métier d'une bourse de faciliter la circulation des fonds propres et les métiers de la dette. Vous dites c'est le métier d'une bourse, mais est-ce que vous faites ça aussi parce que vous considérez peut-être, alors c'est une question très personnelle, qu'il n'y a pas de projet politique suffisamment abouti aujourd'hui pour faire avancer tous ces chantiers? Non, je pense que comme tous les sujets de construction européenne supposent une mobilisation des leaders politiques, une mobilisation des institutions publiques, et puis aussi une mobilisation par le bas des acteurs privés. Nous avons, il y a quelques semaines, annoncé que nous lancions un prospectus commun d'introduction en bourse à travers l'Europe, une initiative bottom-up, comme on dit en anglais, qui part du bas. Et il y a beaucoup de choses que les entreprises peuvent faire elles-mêmes pour accélérer l'intégration européenne. Vous savez, dans les marchés des dérivés, il y a des contrats ISDA qui ont été faits par les acteurs privés. Il y a beaucoup de choses qui créent de la fluidité, de l'efficacité. Et nous considérons que notre rôle de corporate citizen, d'entreprise citoyenne, c'est d'organiser les choses. D'autant plus que ça n'est pas artificiel. Ça n'est pas une kermesse que nous organisons. C'est qu'il y a une demande des investisseurs qui souhaitent avoir des outils qui leur permettent d'investir chez les entreprises de sécurité et de défense qui vont participer au réarmement de l'Europe. Donc on a les deux bouts du sujet, c'est-à-dire d'une part des investisseurs sur la planète qui veulent soutenir, participer à la croissance de ces entreprises, et puis de l'autre côté, des entreprises qui ont besoin de fonds propres et qui ont besoin de dettes pour accroître leurs capacités. Alors, détaillons ces annonces que vous avez faites aujourd'hui. D'abord, dans la défense, vous dites que nous allons lancer, au 3e trimestre de cette année, une solution que vous avez baptisée IPO Ready Defense, justement pour faciliter l'introduction en bourse des entreprises de la défense. Qu'est-ce que vous allez leur proposer concrètement? Oui, je voudrais prendre un peu de recul. C'est une des 3 initiatives que nous lançons parce que le secteur de la défense en Europe se caractérise par plusieurs choses assez inhabituelles. D'abord, il y a très peu d'entreprises cotées et elles sont très importantes, très, très grosses. Et il y a beaucoup d'entreprises non cotées, elles sont très nombreuses, elles sont de taille moyenne. En France, on estime qu'il y a environ entre 4 et 5 000 entreprises moyennes dans le secteur de la défense dont les fonds propres sont déficients aujourd'hui. Absolument. Et donc, il y a des initiatives qui sont prises au niveau national avec beaucoup d'efficacité, notamment par la BPI en France, qui est très active dans ce domaine. Mais ce que nous allons essayer de faire, c'est des choses au niveau européen, parce que beaucoup de ces entreprises sont très enclavées dans une relation en tête-à-tête avec leurs donneurs d'ordre nationaux. Vous savez, le Premier ministre polonais disait il y a quelques semaines, il est quand même étrange que 450 millions d'Européens appellent à l'aide 330 millions d'Américains pour se défendre contre 140 millions de Russes. C'est une punchline extrêmement séduisante, sauf qu'il y a une seule chaîne de commandement pour 330 millions de Russes, une seule chaîne de commandement pour... une seule chaîne de commandement pour 140 millions de Russes, une seule chaîne de commandement pour 330 millions d'Américains, et qu'il y a
une fragmentation du commandement de 450 millions d'Européens. Et donc, ce qui est important, c'est que les entreprises européennes qui sont très fragmentées aient des opportunités de se retrouver ensemble pour envisager des modes de consolidation et de rapprochement, parce qu'il n'y aura pas de constitution d'une industrie européenne de défense sans un mouvement profond de consolidation entre, bien sûr, certains grands acteurs, mais surtout les entreprises de taille intermédiaire. Ouais. Donc, IPO Ready, c'est un système qui existe déjà, qui aide des entreprises à se préparer à l'IPO. Ce que nous voulons faire, c'est pas forcément préparer ou proposer aux entreprises du secteur de la défense en Europe d'aller vers l'IPO, mais de faire le chemin vers la croissance. Parce que qu'est-ce que c'est aller vers l'IPO ? C'est réformer sa gouvernance pour la rendre plus efficace, réformer sa communication avec les investisseurs, préciser sa stratégie, structurer son bilan de manière beaucoup plus puissante et efficace, et donc d'une certaine manière préparer la transformation de l'entreprise vers le bio. Que ces entreprises aillent vers l'introduction en bourse ou pas est un objectif second. Ce qui est important, c'est qu'elles se transforment et qu'elles se transforment au contact d'autres entreprises européennes. Et ça, c'est un cadre qui existe déjà, qui s'appelle IPO Ready, et on a 2 autres projets qui sont similaires, des projets pour organiser le financement en fonds propres des entreprises, les Funding Days, on en aura au niveau européen le 7 et le 8 juillet, et puis un système qu'on appelle Defense Growth Hub, qui est un système qui a été mis en place en Italie par Leonardo, un grand groupe aérospatial, et ses sous-traitants, pour organiser une plus grande fluidité, une plus grande efficacité de toute la chaîne de valeur. On va organiser à l'échelle européenne la même dynamique. Donc ça, c'est vraiment très important, parce qu'il nous paraît important, bien sûr, de mobiliser tous nos outils d'accélération de la croissance des entreprises privées dans le secteur de la défense, et surtout de le faire à l'échelle européenne. C'est un programme qui a bénéficié d'un financement de l'Union européenne. Est-ce que vous allez piocher, pardon de le dire comme ça, dans les 800 milliards d'euros de plomb annoncés par Non, on a une coopération avec la Banque d'investissement européenne de manière qui n'est pas un truc structurel, mais qui nous permet d'accélérer la diffusion de nos programmes. Je voulais vous demander s'il n'y a pas un hiatus, parce que vous savez que ce sont des informations qui ont circulé il y a de ça environ 2 mois chez nos confrères de la Tribune, selon laquelle le CAC ESG que vous avez créé en 2021 envisageait de faire sortir les valeurs Safran, Thales et Airbus. Ça n'est jamais arrivé. Pure spéculation. Il y a eu une fuite malencontreuse qui était sans fond. Là-dessus, la théorie des complots s'est agitée dans les réseaux sociaux. Il ne s'est rien passé. Et ce que nous clarifions d'ailleurs... Il n'a jamais été question de les exclure. Bien sûr que non. Ce que nous clarifions d'ailleurs dans ce que nous avons annoncé ce matin, c'est que nous allons purger partout où cela est possible, y compris dans nos rapports avec les agences de notation, la notion d'armes controversées. Les armes sont soit autorisées, soit interdites, mais elles ne peuvent pas être dans une zone grise qui est controversée. Et donc les critères d'exclusion pour l'ESG historique, habituel, que nous connaissons tous, sera des critères d'exclusion qui sont liés à la production d'armes interdites. Et si on ne produit pas d'armes interdites, c'est-à-dire que si on produit des armes autorisées, il n'est pas question qu'il y ait la moindre exclusion. Voilà pour cette précision donc, concernant le CAC 40 ESG. À côté de ces annonces sur la défense, il y a donc l'annonce de la création de 3 nouveaux indices sectoriels. Énergie, sécurité, géostratégie. ESG. Et c'est le discours que vous portez là aussi depuis quelques mois, depuis mars dernier notamment. Vous dites, voilà le nouvel ESG de l'Europe. Est-ce que ça veut dire que vous éliminez l'ancien, l'ESG traditionnel, ou alors il aura sa place? Non, l'ESG traditionnel continue à avoir sa vie. Il y a toujours des investisseurs qui souhaitent investir dans des entreprises qui participent à la réduction de l'empreinte carbone des appareils productifs. Il y a toujours des investisseurs qui souhaitent investir dans des entreprises qui contribuent à préserver la biodiversité. Nous-mêmes, Euronext, restons très engagés sur ces différents projets. Ça n'est pas le sujet. La raison pour laquelle nous avons lancer ces nouveaux indices ESG ou ce nouvel ESG, c'est pour marquer les esprits en insistant sur le fait qu'émerger en Europe de nouvelles préférences collectives non financières, qui est qu'un certain nombre d'investisseurs, de même qu'il y a quelque temps et encore toujours, des investisseurs veulent à la fois participer à des projets qui génèrent du profit, de la rentabilité, de la liquidité, et aussi qui participent à la réduction de l'empreinte carbone des entreprises, eh bien aujourd'hui, il y a des investisseurs, et ils sont de plus en plus nombreux, ils sont institutionnels, mais ils sont aussi particuliers, qui souhaitent investir dans des entreprises qui produisent de la rentabilité, de la profitabilité, de la liquidité, mais aussi qui contribuent à
préserver la souveraineté européenne. Et la souveraineté européenne, c'est quoi? C'est la capacité à nous défendre car nous sommes un peu plus seuls aujourd'hui qu'il y a 6 mois. C'est la capacité à être autonome sur le plan énergétique, car même si beaucoup a été fait depuis 2022 pour restructurer les marchés de l'énergie en Europe, il faut aller beaucoup plus vite pour être plus autonome et indépendant des Russes et des autres, et les autres pouvant être nos alliés historiques de l'Ouest. Et enfin, il faut qu'un certain nombre d'infrastructures stratégiques, je pense aux serveurs, je pense aux infrastructures de télécommunications, je pense aux infrastructures électriques, je pense à tout ce qui est extrêmement critique, comme on l'a vu en Espagne il y a quelques semaines, puisse être renforcée et bénéficier des ressources nécessaires, c'est-à-dire des fonds propres et de la dette. Oui. Et pour les fonds propres, il faut des indices, et pour pouvoir structurer autour des ETF, des fonds adossés à ces indices. Donc création de 3 indices sectoriels dans l'énergie, dans la sécurité et dans la géostratégique, ça n'est pas une alternative à la constitution de ces géants européens qu'on appelle de nos voeux depuis bien des années. Non, pour vous, l'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Non, absolument pas. Il doit y avoir de la consolidation européenne à tous les niveaux, parce que nous ne pourrons pas continuer. Si nous voulons être forts, nous devons être unis. Si nous restons fragmentés, nous sommes divisés. Et il doit y avoir une forme de consolidation européenne à tous les niveaux. Au niveau des entreprises de taille intermédiaire, je l'évoquais il y a quelques instants, c'est pourquoi nous avons ces produits que j'ai indiqués, IPO Ready, etc. Ces moments où les entreprises vont accélérer leur transformation ensemble. Et puis, il y a aussi, à l'échelle des groupes plus importants, la nécessité de lever plus de fonds propres. Et surtout que ce sont là encore, il y a des analogies avec l'ESG. Tout ça n'est pas de la charité. Tout ça est aussi la possibilité pour les investisseurs. Vous dites, c'est pas une punchline, c'est du concret, ce que je raconte. C'est très concret. Pourquoi nous avons fait ces annonces aujourd'hui? Parce que les discussions que nous avions avec un certain nombre d'investisseurs, de gestionnaires d'actifs, avait vocation à déboucher sur des propositions et des produits concrets. Il ne s'agit pas de faire des discours, on ne parle pas, on cherche à déplacer de l'argent. On cherche à déplacer de l'argent qui est investi sur autre chose pour l'investir sur des entreprises qui vont utiliser cet argent pour fabriquer plus d'équipements de défense, plus d'équipements de sécurité, plus de capacités aérospatiales et se mettre en situation d'être mieux craint par les gens qui veulent remettre en cause le monde dans lequel nous vivons, soit qui viennent de l'Est, soit ceux qui ont envie de faire une sorte d'Anschluss sur le Groenland. Et si on avançait en parallèle sur l'union des marchés de capitaux, parce que ça c'est un projet que vous portez, mais oui, évidemment, on a vu que les Allemands commencent à dire oui du bout des lèvres. Il y a de ça quelques mois, quand vous voyez par exemple ce qui est arrivé aujourd'hui à Friedrich Merz, qui était chancelier, qui est élu chancelier ce soir, mais dans la douleur, qui risque peut-être d'être beaucoup plus accaparé qu'on ne le pensait par ses affaires intérieures. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une fenêtre de tir pour avancer sur ce sujet absolument? Mais c'est pas qu'il y a une fenêtre de tir, c'est qu'il y a un boulevard de motivation collective. Monsieur Merz rencontre les difficultés qu'il a rencontrées cet après-midi. Comme dit Pascal Danaou, le président de l'Eurogroupe, tout ça, c'est le coût de la démocratie. Vous savez quoi? Il est préférable de vivre un deuxième vote au Bundestag que des systèmes autoritaires qui nous entourent. C'est la vie, c'est comme ça. Je crois que la surface, l'écume de ces péripéties ne doit pas cacher l'engagement majeur du chancelier Merz sur un pivot par rapport à la relation transatlantique et par rapport à la construction européenne. C'est une opportunité. La Commission est très mobilisée sur la réalisation d'une union des marchés de capitaux. Ça va se faire, mais il va falloir qu'on change quelques-unes de nos habitudes. Je pense que la discussion sur la mobilisation de l'épargne longue des ménages à travers ce qu'on appelle les fonds de pension ou l'assurance vie en France et la réorientation de l'assurance vie vers l'épargne en fonds propres plutôt que vers la dette souveraine, ce sont des questions qui sont sur la table d'Éric Lombard et d'Amélie de Montchalin pour la loi de finances 2026. Donc il va se passer des choses à la fois à Bruxelles, mais aussi à Paris, pour mobiliser plus de fonds propres, plus d'épargne longue vers les fonds propres, et notamment vers les fonds propres qui sont absolument nécessaires pour financer le risque et l'innovation, notamment les industries de défense, de sécurité. Puisque nous parlez de loi de finances, il nous reste une grosse minute. Monsieur Boujna, je voudrais vous poser la question, puisque vous parlez de la loi de finances, qu'on voit les difficultés du gouvernement pour trouver les 40 milliards d'euros d'efforts pour l'an prochain. Comment est-ce que vous sentez les investisseurs internationaux que vous croisez jour après jour vis-à-vis de la France? Les investisseurs internationaux ne parlent que d'un seul concept, un seul mot, les retraites. Ils veulent savoir si, comme le reste de l'Europe, nous allons travailler plus parce qu'il y a plus de gens vieux, moins d'actifs et moins de croissance. Et comme nos voisins, l'âge de la retraite ailleurs converge vers
64, 65, 67, 69 ans, ou bien si nous allons revenir en arrière et travailler moins. Il regarde ce sujet car sur 1700 milliards de dépenses publiques, à peu près la moitié sont des dépenses sociales et la moitié de cette moitié sont le coût public des retraites. Il regarde ce sujet à 450 milliards. Il regarde si nous allons converger vers le reste de l'Europe ou diverger vers le reste de l'Europe. Et c'est cela qui déterminera la notation de la dette souveraine de la France et donc le coût de notre dette et la capacité d'agir. Donc le sujet des retraites est le sujet qui monopolise l'attention des investisseurs internationaux. Ça restera leur mantra et on vous en parle tous les jours. Merci beaucoup Stéphane Boujnah, merci de passer nous voir ce soir, le directeur général, président du directoire d'Euronext avec nous ce soir sur BFM Business. Merci infiniment.